Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un point essentiel, la chose la plus importante dans l'autonomie, dans une installation autonome, c'est le local technique. Pourquoi le local technique est important? Parce que c'est le point central de votre installation. C'est là que sont raccordés vos panneaux solaires, c'est là que sont raccordées votre éolienne, votre turbine, toute autre source de production, groupe électrogène et autres. C'est là que sont raccordées vos batteries, votre maison et peut-être EDF pour ceux qui ont EDF. Donc c'est le point central, c'est là où se concentre toute l'énergie et c'est là où vous avez toute la technicité de votre installation. Donc vous devez faire attention à pas mal de choses à ce niveau-là. Ce n'est pas le genre de choses qu'on fout dans sa salle de bain ou qu'on met fond d'un puits, vous voyez. Donc il y a un certain nombre de contraintes, ça rend ce local très complexe en termes de choix d'implantation, de matériaux, mais au final, on obtient quelque chose d'assez simple, enfin, si on veut bien considérer le local technique comme quelque chose d'important. Si on s'en fout, comme beaucoup de monde, on se retrouve avec du matériel technique qui est en extérieur, sous la pluie, ou pas du tout protégé, et là c'est l'échec total. Donc l'idée c'est de ne pas avoir d'échec et de savoir ce qu'on va faire avec notre local technique. Et souvent c'est décisif pour le choix de l'installation. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo spécifique au local technique. Alors d'abord, le local technique, c'est de la surface, c'est de la place. Il faut avoir de la place dans le local technique. En fonction de la taille de votre installation, vous avez besoin de place pour les batteries, de place pour l'onduleur, de place pour les régulateurs, le coffret électrique, de place pour l'humain. L'humain qui va intervenir dans ce local technique. De la place pour les notices techniques, pour tout ce qui va permettre d'entretenir l'installation. Alors cette place, elle est différente d'une installation à l'autre, que vous soyez en lithium, en plomb, petite ou grosse installation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est propre à votre installation. Ça peut être quelque chose qui peut être défini à l'avance ou évolutif, suivant la taille que vous avez prévue. C'est vraiment quelque chose d'important. Vous ne décidez pas de dire, tiens là, j'ai 50 cm², je vais faire de l'autonomie. C'est pas évident, même dans un fourgon, il faut un peu de place quand même. Il ne faut pas que ce soit un fourre-tout. En parlant de place, ça veut dire aussi de la hauteur. Hors de question d'avoir un local technique où vous êtes obligé d'aller à genoux, à quatre pattes pour intervenir sur les batteries ou autres. J'ai eu quelques locaux techniques comme ça, malgré moi, et je peux vous dire que c'est compliqué de travailler à genoux tout le temps, de ramper, d'aller dans des endroits un peu restreints. D'abord parce que c'est pas pratique, les conditions physiques ne le permettent pas forcément. Et puis vous y allez jamais en fait. Si c'est compliqué pour vous d'y aller, vous n'irez pas. Ce qui amène le sujet de l'accessibilité. Alors il ne s'agit pas d'y aller en fauteuil roulant, mais l'accessibilité. Hors de question d'avoir un local technique à l'étage. Si vous vivez au rez-de-chaussée et que vous avez des batteries, vous ne les mettez pas à l'étage. Vous évitez les sous-sols, sauf s'ils sont accessibles bien sûr. S'il y a trop de marches, si la porte est trop petite, si c'est le parcours du combattant pour y aller ou pour changer un certain nombre de choses, ça va être difficile. Alors bien entendu, j'ai déjà eu des locaux techniques comme ça. Si c'est un endroit où on y va tous les jours et où on sait qu'il y a quelques marches pour mettre des batteries, il y a quelques marches pour mettre des batteries, ça arrive. Mais il faut penser que de temps en temps, il faut changer du matériel, il faut intervenir. L'accessibilité est essentielle. Si vous mettez un local technique tout en haut de la colline, qu'il faut faire 1 km à pied pour y aller, et que vous ne voulez pas y aller, c'est pas évident. Alors ça peut être une contrainte du lieu, on peut l'accepter, mais c'est pas forcément parce que vous voulez ne pas le voir que c'est la meilleure solution. Et c'est ça qui déterminera votre facilité d'entretien, le fait qu'il y ait quelqu'un qui vient les entretenir, que ce soit vous, un professionnel, le fait que vous puissiez remplacer des batteries, remplacer autre chose que des batteries, parce que ça peut être un local technique qui inclut d'autres choses. Et donc là, on arrive au fait que dans un local technique, il peut y avoir des zones séparées. La plupart des locaux techniques que j'ai eu à faire avaient une seule pièce, avec une proximité entre tous les éléments. En règle générale, c'est une pièce destinée à l'électricité, pas forcément à l'eau chaude, mais il est arrivé qu'il y ait dans une même pièce technique, il peut y avoir une chaudière, un ballon d'eau chaude, une machine à laver et autres. Si vous en avez la possibilité, je vous encourage à séparer par des cloisons, au moins partielles, pour éviter les projections d'eau, pour éviter de se retrouver à taper dans les onduleurs, les coffrets électriques, éviter la proximité avec tout ce qui est source de poussière, comme les chaudières bois. C'est moyen, c'est pas impossible, mais c'est moyen. S'il est possible pour vous de séparer les batteries de la planche technique, faites-le. Si vous ne pouvez pas,
il faudra de toute façon ventiler la pièce, même avec du lithium, il faut toujours ventiler. Si vous ne pouvez pas séparer, eh ben, c'est pas grave, on trouve des astuces. Là, ce sont des batteries plomb ouvertes, par exemple, qui dégagent de l'hydrogène. Moi, je préconise de mettre une tablette dessus pour éviter que l'hydrogène ne vienne sur l'électronique directement et de ventiler sous la tablette. C'est-à-dire qu'on peut avoir des batteries contre un mur avec une planche technique au-dessus et une grille qui va vers l'extérieur juste en dessous de la tablette. C'est-à-dire que le compartiment batterie qui est ventilé à ce niveau-là. Et puis une autre grille plus haut pour la chaleur du local. Donc, on en vient à la ventilation. Tous les locaux techniques doivent être ventilés. Ils peuvent être ventilés, comment on appelle ça, de manière primaire ou secondaire. Primaire, c'est-à-dire c'est l'air du local qui est renouvelé. Secondaire, ça veut dire que c'est un air qui est en circuit fermé avec un échangeur de chaleur et un autre refroidisseur en extérieur. Donc ça, en général, c'est un peu ce qui se passe dans les régulateurs MPPT qui sont étanches. Ils ont déjà un circuit interne et ils ont un circuit externe. Mais si vous le faites sur l'ensemble du local, c'est possible dans les milieux confinés spécifiques. Ça peut être en montagne, ça peut être dans des zones à fortes particules, forte poussière, ou alors on peut intégrer des filtres dans la ventilation. Tout ça c'est possible, mais c'est techniquement coûteux et compliqué. De la même manière qu'on peut isoler un local technique de manière thermique et rajouter une climatisation. Ça c'est quelque chose dont on a recours à partir d'une certaine taille d'installation, à partir d'un certain degré de sécurité de l'installation, si on ne veut pas déborder sur certaines plages d'utilisation, ou lorsqu'on est dans un environnement complexe qu'on ne peut pas maîtriser, où on a forcément à un moment donné besoin de climatiser ou autre. Et là, effectivement, on est dans un local technique de type conteneur sur un événement. Et on ne peut pas choisir l'événement, on ne peut pas choisir l'ombrage, on ne peut pas choisir les zones. Et bien ce conteneur, on le climatise, même si la climatisation ne se déclenche pas tout le temps. Il faut que ce soit prévu. Si vous maîtrisez bien le refroidissement de votre local, c'est pour une raison. C'est parce qu'on ne peut pas accepter n'importe quelle température dans un local technique. La température est un enjeu majeur. Aucune batterie ne supporte d'être au gel, aucune batterie ne supporte d'être au chaud. Les plages de température varient d'une technologie à l'autre, mais grossièrement, c'est la même chose que pour un être humain. L'être humain, il ne supporte pas d'être dans le froid, il ne supporte pas d'être dans le chaud. Les batteries, c'est pire. La température moyenne, c'est 20 degrés. En dessous de 15 degrés, pour les batteries plomb, c'est dommageable. Pour les batteries lithium, il faut être un peu plus bas. Au-dessus de 28 degrés pour les batteries plomb, c'est dommageable. Pour les batteries lithium, c'est un petit peu plus haut, mais c'est de l'ordre de 30 et quelques degrés. Donc en gros, on va retenir qu'il ne faut absolument pas dépasser les 28 degrés dans le local, ce qui n'est pas évident, même dans les maisons. Hein. Ce qui n'est pas évident, mais comme on est dans un local de quelques mètres carrés, si on réfléchit bien à comment on le conçoit, où est-ce qu'on le positionne, on peut atteindre cet objectif-là. Si on n'atteint pas les 28 degrés, ben on a tout un tas de sécurité sur l'installation à mettre en place. Bon, ça, c'est plus dans le dimensionnement et dans le choix du matériel, notamment on réduit la puissance de charge des batteries pour pas qu'elles surchauffent. Mais normalement, si par construction on évite de dépasser ces 28 degrés, on ne va pas endommager les batteries. De la même manière qu'on évite le gel, parce qu'en dessous d'une certaine température, toutes les batteries vont avoir un problème. Donc on isole le local suffisamment et on ne l'expose pas trop au froid, pas trop au chaud. Donc ça dépend de votre environnement, autour de votre habitat, autour de votre projet. C'est important. S'il fait trop chaud, il faut ventiler ou refroidir, donc c'est quelque chose d'important. Si vous êtes dans un endroit en plein cagnard, non isolé, ça ne sert à rien de mettre une clim. Votre installation elle est juste mauvaise en fait. Il faut refaire le local technique proprement, de manière tempérée, on va dire. Au niveau de l'électronique, donc j'ai parlé des batteries, l'électronique, tout ce qui est onduleur, contrôleur batterie, tout ce qui est électronique, même tout ce qui est électrique tout court. En général, ils ne sont pas faits pour la condensation. Ils acceptent l'humidité jusqu'à 95%, la plupart, pas tous, et n'aiment pas du tout la condensation. Donc on en revient à la température. Lorsqu'on a un élément chaud dans un environnement froid, on a des points de rosée, choc thermique. On va avoir une création d'humidité. Si on a de l'humidité dans l'air, on a toujours un peu d'humidité dans l'air. En fonction du taux d'humidité, en fonction de la température ambiante, en fonction de la température du matériel, on va avoir de la condensation. Il ne faut pas de condensation. Donc il ne faut pas non plus que la température ambiante soit instable. Si elle est stable, il y a beaucoup moins de risques de condensation. Si on a des variations violentes comme au petit matin, dans ma région en tout cas, on peut avoir de la condensation sur l'électronique. Et ça c'est dommageable, on peut cramer un onduleur comme ça.
on évite absolument l'instabilité des températures. Le mieux pour permettre une stabilité, c'est d'avoir une chape béton ou alors un environnement maçonné, de l'inertie. Les batteries sont elles-mêmes de l'inertie. Mais si on n'a pas d'inertie dans le local, ça peut être des cuves d'eau, ça peut être plein de choses, eh ben on va avoir tendance à varier énormément. Complémenté avec de l'isolation, avec une zone d'ombre, surtout en été, et de soleil en hiver. Donc c'est du bioclimatisme en fait, en quelque sorte. C'est comme si vous faisiez votre maison passive en local technique, mais avec des contraintes un petit peu plus larges. C'est pas grave d'être en dessous de 5 degrés, de 15 degrés, c'est pas grave d'être au-dessus de 25. Voilà, moi dans mon habitat, au-dessus de 22, j'aime pas trop, et en dessous de 15, ça m'embête aussi. Voilà, non, on est plus frileux en tant qu'être humain que le matériel technique. Mais tout de même, on est dans une plage de température similaire en termes de survie, hein, si vous voulez. En parlant de zonage et de distance, je vous parlais des zonages dans un local technique, vous pouvez avoir une zone batterie, une zone onduleur, chargeur, une zone coffret électrique si vous voulez, une zone plomberie, une zone où vous pouvez avoir plein de zones dans votre local électrique. C'est bien de les identifier pour éviter que, par exemple, le plombier n'aille poser ses outils sur les batteries. Éviter de mélanger les métiers aussi, c'est pas toujours évident. Si vous pouvez le faire, faites-le. Mais en termes de distance, il est assez rare d'avoir des batteries à plus de 2 mètres du matériel technique, de la planche technique. La plupart des cordons fournis font 2 mètres, la plupart des sondes de température font 2 mètres. Donc c'est même moins de 1 mètre, moins de 2 mètres, donc ça va être 1,50 m, 1 mètre. Donc c'est pour ça que c'est pas évident de les avoir dans une autre pièce, mais on peut les avoir derrière la cloison. On peut avoir un agencement qui permet de faire tête bêche, c'est-à-dire la planche technique d'un côté, les batteries de l'autre. C'est possible. Si on veut mettre plus loin, on met plus loin. Mais c'est vrai qu'en courant continu, 4, 5, 6 mètres, ça commence à faire. Il faut augmenter la section, ça commence à faire des frais. C'est possible, mais surtout pas 20 mètres, ça ne sert à rien. Autant déplacer la planche technique auprès des batteries. Il faut la mettre au plus près des batteries. Donc ça, c'est les distances pour les batteries. Je dirais que c'est le plus contraignant. 4 mètres, c'est parmi le plus long que j'ai fait. Parce que parfois, on a des grands parcs batteries, on a besoin de longueur de câble quand même. Mais la sonde de température n'est pas trop loin du coup. Au niveau des distances, avec les panneaux solaires, les sources de production, ça dépend de la section de câble et de la tension que vous exploitez. En règle générale, 20-30 mètres, c'est tout à fait raisonnable. C'est régulier, c'est quelque chose de commun, 20-30 mètres. Que ce soit les panneaux sur le toit, local technique à la cave, avec tous les détours, on est à 15-20 mètres. Si vous êtes dans le jardin, 20-30 mètres, c'est réaliste. Et je dirais, si vous allez après 50 mètres, ça commence à être compliqué, il faut de la grosse section. C'est grossier ce que je dis, c'est pour le raisonnement. Il faut toujours recalculer la section et la tension dans les câbles. Mais en termes de raisonnement, vous savez à peu près où placer les choses. Si vous voulez mettre plusieurs centaines de mètres entre vous les panneaux solaires, c'est possible, il va falloir travailler sur des câbles électriques relativement chers, des grosses sections, et des régulateurs solaires relativement chers, parce qu'il va falloir augmenter la tension. Mais c'est possible, disons que ce n'est pas la plus grosse contrainte, la distance avec les panneaux solaires. La distance avec les autres sources d'énergie, donc pareil éolienne, hydraulique, c'est exactement la même problématique. Donc à la limite, j'en parle pas, c'est la même problématique. Vous ne mettez pas une éolienne 12 volts à 150 mètres. Vous prenez une éolienne 100, 200 volts pour qu'elle puisse mieux gérer les chutes de tension. Concernant les sources en 230 volts, groupe électrogène. Le groupe électrogène, si possible, le plus proche possible de l'installation. Non pas à cause des chutes de tension, parce qu'a priori on peut mettre aussi des gros câbles, mais souvent, vu que c'est le local technique, c'est là qu'on s'assure qu'on va le démarrer ici, on va surveiller l'état des batteries. Si vous pouvez le mettre tout près, c'est bien. Si vous avez un endroit éloigné à cause des odeurs, des fumées, du bruit ou de la facilité d'approvisionnement en carburant, c'est bien aussi, c'est du 230 volts, ça se transporte très bien. Le point important, c'est qu'il ne faut pas le mettre dans le local technique avec les batteries et les onduleurs. Il lui faut une séparation, une ventilation spécifique et une évacuation de fumée. Les fumées de l'échappement vont abîmer l'ensemble de l'électronique. Il ne faut surtout pas faire ça. C'est dégueulasse. Si c'est le réseau, si c'est la maison, pareil, la distance, c'est les fonctions de la sélection de câbles et de la puissance qu'on fait passer dans les câbles. Je dirais que c'est assez facile, 20, 30, 40 mètres, c'est assez simple. On peut passer en 6 carrés, on peut augmenter un petit peu la section de manière raisonnable. Dès que ça commence à être des très grandes distances, il faut se poser la question de pourquoi. Est-ce que vous avez été chercher l'énergie loin? Est-ce que vous avez éloigné votre local technique pour des raisons de sécurité, d'accessibilité, d'antivol? Pour quelles raisons avez-vous fait ça? Quel était le choix le plus pertinent? Souvent, moi je préconise de rapprocher soit le local technique des panneaux solaires, comme ça vous avez panneaux solaires, local technique derrière, à l'ombre,
soit rapprocher le local technique de l'usage. Et éviter l'intermédiaire. Mais si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Par exemple, si vous avez un mobil-home qui est alimenté, vous ne savez pas forcément où vous mettez le mobil-home, donc vous avez choisi un local technique à un point qui vous arrange. Concernant la ventilation, alors il y a plusieurs façons de ventiler. Vous avez la ventilation passive, moi c'est celle que je préconise la plupart du temps. Si le local est bien pensé et qu'il y a des grilles d'aération, eh bien c'est normalement suffisant. Vous pouvez forcer l'aération. Alors pourquoi on ventile? C'est pour les pertes de chaleur. On sait qu'on a à peu près 10, 20, voire 30% de pertes en chaleur. Il faut l'évacuer, sinon c'est un four, puisque vous avez isolé votre local. Oui, pour éviter qu'il subisse la chaleur extérieure. Mais maintenant, il va chauffer de l'intérieur. Et il va chauffer surtout en été. Donc il faut le ventiler. Donc c'est un juste milieu qui n'est pas évident. On le ventile aussi pour les gaz, les différentes odeurs, les différents solvants, ce qui peut être explosif, ce qui ne l'est pas, les fumées. Il peut y avoir des situations où si on ne ventile pas, ça ne va pas, hein, c'est dangereux. Ça peut être dangereux pour l'humain qui va dedans, qui va respirer des émanations qui se sont stockées depuis un moment. Il suffit qu'il y ait un composant électronique qui cuise un peu, un câble électrique qui chauffe. Enfin voilà, c'est jamais bon pour la santé lorsqu'on rentre pour la technique. Donc ce n'est pas un frigo. On peut utiliser des congélateurs, des frigos, des chambres froides, tout ça, mais il faut quand même les ventiler. D'accord? On protège son installation. Le local technique, il sert à protéger l'installation. Vous le protégez contre la pluie. Vous le protégez contre le vent. Vous le protégez contre les inondations, contre la condensation, donc contre les tempêtes, contre les vols si possible, contre les incendies, contre les explosions et contre les insectes. Je vais y revenir sur les insectes. Incendie, explosion, c'est la ventilation. Alors quand on ventile, le mieux c'est de souffler de l'air, comme ça vous n'avez pas besoin de mettre un ventilateur anti-déflagration qui va subir des gaz explosifs. Le mieux c'est de souffler de l'air frais, d'avoir un local technique bien dimensionné, je dirais pas hermétique, mais dont le flux d'air est contrôlé. Où est-ce qu'on rentre l'air, où est-ce qu'on la sort? Il faut qu'il y ait un circuit d'air, comme une ventilation dans une maison. Si vous soufflez de l'air, elle doit ressortir quelque part et au bon endroit, de préférence en hauteur. On souffle en bas, on évacue en hauteur. Comme ça, la chaleur, naturellement, va s'en aller. Et puis on a servi, à servir c'est commander, ce ventilateur, soit sur une horloge, pourquoi pas, soit sur une sonde de température. Moi, je préfère la sonde de température. Et la sonde, je la mets à un endroit stratégique, là où on détecte de la chaleur. Ça peut être juste au-dessus du radiateur de l'onduleur ou d'un régulateur solaire, au-dessus, c'est-à-dire une dizaine de centimètres. Et dans cette partie-là, si l'air commence à être à plus de 30 degrés, admettons, c'est l'air chaud qui sort là, on ventile. Voilà. Ça sert à rien de ventiler toute la nuit. Concernant les insectes, on ne dirait pas comme ça, mais l'électronique n'aime pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez avoir des nids d'insectes dans les cartes électroniques, dans les onduleurs, parfois dans les régulateurs, ça dépend s'ils sont étanches ou pas. S'ils sont étanches, il n'y a pas. Donc c'est beaucoup de la punaise, du perce-oreille, fourmis. Vous pouvez avoir des cloportes, vous pouvez avoir des punaises, beaucoup de punaises. Mais pour l'instant, ça c'est plutôt des insectes secs, entre guillemets. Le pire, c'est les limaces. Si vous avez des limaces, si vous avez des insectes humides qui arrivent à passer, ils vont faire des courts-circuits sur les cartes électroniques. Sauf si elles sont tropicalisées. Mais l'idée, c'est qu'ils ne viennent pas. Donc, il ne faut pas les attirer. Il ne faut pas leur donner un environnement humide. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qu'ils peuvent manger sur place, sachant qu'ils aiment le papier aussi. Tout ce qui est bois, papier, carton, tout ce qui est végétal. Si on les laisse rentrer, que c'est humide, ils vont se balader, ils vont chercher à manger, ils peuvent rentrer dans les cartes électroniques et ça, c'est hors garantie. Donc, l'idée, c'est que ce soit plutôt bien fermé. On peut mettre des moustiquaires. On met des moustiquaires aux grilles, partout. Comme ça, on n'aura pas les guêpes, on n'aura pas les abeilles, les frelons asiatiques, tout ça. Rien de tel qu'une surprise quand on ouvre un local technique et qu'on a un nid dedans. Moi, j'ai des guêpes des fois dans les locaux techniques. C'est pas évident. Les guêpes, les frelons, David en connaît quelque chose. Les locaux techniques avec les insectes qui sont rentrés, c'est pas une bonne idée. Il faut se protéger de ça. C'est pas très dur, mais il faut y penser. Donc en fait, on arrive à un local technique qui est quand même relativement complexe. On peut avoir des idées simples, mais c'est complexe. Concernant les incendies, les batteries lithium-ion, qui sont les plus dommageable en termes d'explosion et d'incendie, on ne le met pas dans un local isolé au polystyrène. On évite. Sinon, c'est évident. On ne les met pas dans une maison non plus, parce que s'il y a une explosion en cas de surchauffe, on fait brûler la maison. On ne peut pas toujours contrôler la batterie lithium-ion. L'idée, c'est d'avoir un local technique à part, qui n'est pas une torche, quoi. Si on veut rajouter un système anti-incendie avec une alarme, on le fait. Mais si vous avez préparé votre local technique correctement, qu'il est un tout petit peu séparé de la maison, si vous avez mis des batteries à risque, c'est déjà pas mal.
hein. Concernant les incendies, extincteur CO2. Alors, il est possible de prendre de l'eau additivée, mais eau et électricité, c'est pas forcément évident, mais tout ce qui est C10 et pompiers, les C10 par chez nous, c'est ceux qui nous fournissent les extincteurs. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans d'autres régions. L'eau additivée peut être utilisée sur les installations électriques. En fait, par du moment où l'installation électrique brûle, bah, elle est en court-circuit, elle a un problème. L'eau, elle est additivée, elle n'est pas très conductrice. On peut mettre de l'eau dessus. De toute façon, ça brûle. Il faut l'éteindre. Le CO2, parfois, ne suffit pas. Mais le CO2, c'est parce que, pourquoi ils me préconisaient ça? Parce que c'est un peu moins cher, l'eau additivée. Mais un extincteur CO2, maintenant, on en trouve un peu partout. Vous prenez un 5, un 10 kg, vous accrochez à côté. Moi, je ne le fournis pas, je conseille les gens d'en acheter un. Et puis, vous le faites contrôler ou pas, hein. Vous faites ce que vous voulez, mais l'idée, c'est qu'il fonctionne le jour où il y a un problème. Il ne faut pas le mettre dans le local. Je veux dire, il ne faut pas le mettre là où ça brûle. Il faut le mettre là où vous rentrez. Sinon, ça ne sert à rien, vous ne pouvez pas y accéder. Pareil, dans les consignes incendie, dans les consignes sécurité, si vous avez la possibilité de mettre une coupure d'urgence à l'extérieur ou à l'entrée du local technique, à un endroit pratique, faites-le. En général, on le fait sur les installations un petit peu grosses. On ne le fait pas forcément sur le moindre panneau solaire. Mais l'idée, c'est d'avoir un coup de poing qui coupe au moins le 230 volts, la partie dangereuse. La partie 48 volts, c'est pas très grave. Mais sur la partie extinction d'onduleurs, extinction de chargeurs, c'est l'essentiel. Moi, je fais ça souvent, je mets un coup de poing. C'est l'équivalent de la commande à distance des onduleurs. On peut le mettre aussi sur les disjoncteurs différentiels. On peut avoir des disjoncteurs commandés. Le coup de poing coupe la partie dangereuse. Pourquoi je ne coupe pas 48 volts? Parce que des fois, je mets des abaisseurs de tension, je mets de l'éclairage en 12 volts, éclairage de sécurité, éléments de sécurité, ça peut être les alarmes, ça peut être plein de choses. Des fois, c'est bien de garder l'électricité pour des choses en très basse tension comme ça, parce que très basse tension n'est pas très dangereuse. Mais en tout cas, sur les 230 volts, c'est intéressant d'identifier clairement la coupure des panneaux solaires si les panneaux solaires sont en train de brûler. Si on veut couper la source d'énergie, on peut avoir un coffret électrique auprès des panneaux solaires, on n'est pas obligé d'avoir en local technique. On peut aussi avoir un sectionneur batterie. Mais si c'est un sectionneur batterie qui est à l'extérieur, qui est accessible à des pompiers ou à des rigolos, il faudrait que le sectionneur soit bipolaire, c'est-à-dire qu'il sectionne deux câbles et que ces deux câbles ce soit le plus de la batterie, le plus qui alimente les onduleurs et le plus qui alimente les régulateurs, pour être sûr de vraiment couper le courant. Parce que quand on coupe une batterie, ça ne coupe pas vraiment le courant. S'il y a du soleil, ça continue à alimenter. Il y a une procédure pour couper l'énergie. Donc c'est pour ça que le coup de poing qui coupe le 230 volts, c'est le plus évident. C'est la partie dangereuse qu'on coupe en premier. Si c'est le local technique qui est en train de brûler, effectivement, le coupe-batterie, c'est le coupe-batterie. Si c'est les batteries qui brûlent, c'est bien pratique de pouvoir les couper. C'est pour ça qu'on met plein de protections sur une installation. Quand on ne sait pas, on coupe tout. Tout ce qu'on voit, tous les disjoncteurs qu'on voit, si on peut le faire et qu'on n'est pas en train de brûler avec un. Et après, on appelle le technicien, moi, quelqu'un d'autre, et puis on remet en service ce qui a besoin d'être remis en service. Bon, en général, quand il y a un incendie, il y a un fusible qui crame, il y a quelque chose qui se passe, et ça coupe avant, ça protège. Mais ça peut arriver que l'incendie ne vienne pas de l'installation. Ça peut être un incendie externe, un stock de bois qui est mis pas loin. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire pour les locaux techniques. D'autres choses dont on me parle de temps en temps. Alors si on met un local technique trop loin de l'habitat, de l'utilisation, on va avoir le problème de la visualisation de ce qui se passe. Si vous avez une installation qui fonctionne en Wi-Fi, qui fonctionne avec Internet, ou qui a un contrôleur batterie, il y a une distance à respecter. Pour le contrôleur batterie, le câble c'est 30 mètres, c'est le maximum. Quand j'utilise du Studor, on peut mettre plus, on peut mettre 50 mètres. C'est du RJ45, mais ça commence à faire des sacrées distances, hein, pour communiquer en 5 volts sur un petit écran. C'est un peu faiblard, enfin ça marche, mais on est un petit peu limité. Donc dans ces cas-là, soit on apporte Internet et on fonctionne avec des routeurs, soit on laisse toute la communication là-bas et on se déplace régulièrement pour aller voir comment ça va, on fait confiance à l'installation. Elle peut très bien être automatisée cette installation, il y a des installations qui marchent très bien toutes seules, sans qu'on aille les voir. Et on y va de temps en temps, quand on sort de chez soi, tiens, on va voir combien sont les batteries. Mais si on veut ce petit confort d'avoir ça chez soi, et que le local est un petit peu extérieur, il faut penser à cette distance-là. C'est pas la distance comme ça, hein. C'est la distance de tous les recoins, tous les virages pour arriver jusqu'au point où on veut mettre le contrôleur batterie. C'est important parce que 30 mètres, ça vient super vite. On dirait pas comme ça, mais ça vient super vite. Des fois, on a 15-20 mètres entre un garage et une maison. Et ben en fait, on a 25 à 30 mètres de câble. C'est à ça qu'il faut penser. Donc, quand vous développez votre projet, pensez à cet élément. Alors ça va rendre beaucoup de projets difficiles, comme tout ce qui est en soute de bus, comme tout ce qui est un petit peu, je dirais, dans les caves, dans les recoins, dans tous les recoins, les trucs sous les escaliers, tous les endroits que vous avez pensé pour faire des locaux techniques, ça freine un peu. Voilà. Mais si vous pensez à tout ça, eh ben, tout de suite, vous allez arrêter de dire « Tiens, je vais acheter un cabanon de jardin en tôle et je vais tout mettre dehors ».
faut que votre cabanon de jardin, ça soit une petite maison en fait, un petit chalet bien isolé. Donc voilà, c'est valable pour toutes les technologies de batterie, rappelez-vous. Alors, j'espère qu'avec ça, vous avez un petit peu mieux la vision de votre local technique. J'espère que ça va vous aider à choisir votre installation, ou de la faire ou de ne pas la faire, hein, suivant vos considérations et votre environnement. Ça, ce sont des points que je vois avec mes clients à chaque fois. Donc, c'est un point essentiel. Voilà, alors, à bientôt!